Bonjour à tous, bienvenue dans mon premier tutoriel Blender. Dans mon métier d'enseignant-chercheur, j'ai souvent l'habitude de représenter mes recherches et des expérimentations avec une représentation 3D sous Blender. D'où l'idée de faire des séries de vidéos orientées pour la recherche, c'est-à-dire dans la représentation d'expérimentation ou de la présentation de résultats. Bien entendu, ces tutoriels font appel à des notions générales du logiciel et sont adaptés à tout à chacun. Je ferai aussi des tutoriels plus généraux. Dans les images que j'ai réalisées, vous pouvez voir par exemple des représentations d'expérimentation sur lesquelles il y a des connecteurs, et ici des connecteurs RF, radiofréquence, afin de pouvoir alimenter et venir mesurer les signaux sur les capteurs. Je vous propose dans ce premier tutoriel en 3 parties de réaliser ce connecteur, un connecteur SMB, qui nous permettra de voir toutes les bases de la modélisation des matériaux et du rendu de la 3D sous Blender. Dans la première partie, nous réaliserons le connecteur mâle, celui qui est à souder. Dans la deuxième partie, nous réaliserons le câble. Et dans la troisième partie, nous nous intéresserons aux matériaux et au calcul du rendu. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Blender, vous pouvez le télécharger sur le site officiel www.blender.org, le lien est dans la description de la vidéo. J'utilise toujours Blender en téléchargeant la dernière version en .zip et en utilisant la version décompressée de ce .zip et pas la version 1 installée. Comme ça, j'ai toutes les bibliothèques qui sont correctement installées. Ce tutoriel est fait avec la version 2.83 de Blender. Trêve de blabla, générique. La première fois que vous ouvrez Blender, vous avez un splash screen, un peu comme celui que j'ai actuellement, mais avec des options de réglage plus générales dans le logiciel. Si vous ne réglez pas ces options, vous avez tous les réglages par défaut. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans le menu des préférences avant de commencer quoi que ce soit, afin que je puisse vous montrer où se trouvent les réglages que vous n'auriez pas pu faire lors de votre première connexion. Nous allons voir aussi 1 ou 2 réglages supplémentaires très utiles. Ce menu se trouve dans le menu Edit en haut et dans Preferences. Alors par défaut, vous êtes sur le premier menu qui s'appelle Interface. Dans ce menu, vous pouvez régler la langue en français. On voit que la langue française n'est pas en traduction complète, mais en traduction in progress, traduction en cours. Je ne règle jamais l'interface par habitude de Blender en français. Et je ne fais que les infobulles, les tooltips. Ça nous permet d'avoir des fois, lorsqu'ils sont traduits, par exemple celui-là n'est pas traduit, ça nous permet d'avoir des informations sur chaque fonctionnalité. Vous pouvez aller faire un petit tour aussi dans le menu Keymap. La Keymap ici, vous pouvez régler tous les raccourcis clavier et les raccourcis souris de Blender. Vous pouvez régler le comportement de la sélection de la souris. C'est-à-dire que la sélection des objets ou dans Blender se fait avec le clic gauche actuellement. Les anciennes versions de Blender avant la version 2.8 se faisaient avec le clic droit. Donc les gens habitués au logiciel avant la version 2.8 ont un petit peu dû se remettre à jour sur ça. Vous avez aussi le comportement de la barre espace qui vous permet de jouer les animations. L'ancien comportement, c'était la recherche. La recherche est maintenant sur le raccourci F3. Voilà pour ce sous-menu. Vous pouvez aller dans le menu Système si vous avez une carte graphique compatible, par exemple une carte graphique NVIDIA CUDA. Vous pouvez activer CUDA après avoir installé les pilotes CUDA. Moi j'ai une carte vidéo un petit peu ancienne. Je fais mes calculs avec le processeur pour l'instant. Vous pouvez modifier aussi le nombre de undo steps, c'est-à-dire le nombre d'étapes de retour, de CTRL Z, qui part des fois à 64, ça fait longtemps que j'ai dû le régler un petit peu plus, ou à 128, ça évite d'être trop limité. Par contre, ça utilise plus de mémoire. D'ailleurs, il y a un tooltips en français, nombre d'actions pouvant être annulées, de petites valeurs préservent la mémoire. Si vous avez vraiment beaucoup de mémoire vive, vous pouvez augmenter la memory cache limit, qui est la mémoire à court terme de Blender, qui vous permet d'accélérer certaines choses, le chargement des textures par exemple, ou bien si vous faites du montage vidéo, le chargement des images dans le séquenceur vidéo. Nous verrons d'autres choses dans ces préférences au besoin, notamment au niveau des add-ons, c'est-à-dire des plugins ou des fonctionnalités supplémentaires
qu'on utilisera à l'envie. Je vais dans un premier temps vous présenter l'interface du logiciel pour les gens qui ne sont pas habitués et les commandes de base dans la vue 3D. Puis ensuite nous verrons toutes les autres commandes de base sur l'objet qu'on réalisera, c'est-à-dire le connecteur SMB à souder tel que je vous présentais dans l'introduction de cette vidéo. L'interface de Blender est réalisée à partir de fenêtres non recouvrantes. Si vous vous déplacez à l'interface entre deux sous-parties de fenêtres du logiciel, comme je le fais avec ma souris là, plus sur la partie droite, vous voyez que votre flèche de souris se transforme en une double flèche qui vous permet d'agrandir ou de diminuer cette partie du logiciel. Alors ça marche en horizontal et en vertical, ça dépend comment sont agencées les fenêtres. Vous pouvez modifier le type de fenêtre. Par exemple, la fenêtre 3D générale ici, tout en haut à gauche, vous avez un petit bouton. Si vous cliquez sur le bouton, vous avez tous les types de fenêtres de Blender. Alors, l'agencement par défaut, c'est l'agencement Layout, comme c'est écrit là-haut, qui est l'agencement de travail général avec la vue 3D, la timeline en bas. À droite, vous avez les collections, le regroupement des objets de la vue 3D que vous pouvez agencer dans différentes collections, différents sous-répertoires si vous voulez. Et puis vous avez ici les propriétés générales et les propriétés des objets, tous les réglages que vous pouvez faire pour le rendu, pour les modificateurs, on va en voir plein, pour la physique, pour les particules, pour les matériaux, pour les textures. On va maintenant regarder la vue 3D. Alors si vous êtes un petit peu habitué à Blender déjà, je vous ai pas dit, mais vous pouvez aller directement à la partie modélisation en cliquant sur le timecode dans la description de la vidéo. Dans la vue 3D, comme je dis souvent à mes étudiants en DUT MMI, l'interface 3D de Blender a sans doute été conçue à la base par des gens qui font du jeu vidéo, puisque je trouve que c'est très appréciable pour quelqu'un qui a fait du jeu vidéo en 3D. Alors on peut se déplacer dans l'interface 3D. Pour ça, il est préférable d'avoir une souris 3 boutons. Si vous n'avez pas de souris 3 boutons, par exemple si vous êtes sous Mac, vous pouvez émuler le comportement d'une souris 3 boutons. Donc si vous retournez dans les préférences, vous pouvez aller dans Input et cliquer sur Emulate 3 Button Mouse. Dans ce cas-là, le Alt plus le clic gauche vous simule le clic du milieu. Le clic du milieu dans la vue 3D nous sert à faire tourner la vue 3D. Alors pour moi, j'ai une souris avec énormément de boutons. Souvent, le clic du milieu, c'est la molette. Si vous cliquez sur votre molette, vous faites tourner la vue 3D. Si vous faites défiler votre molette, vous faites un zoom. On peut utiliser aussi des modificateurs avec les touches du clavier, souvent la touche CTRL et la touche SHIFT. Alors, il faut savoir qu'au niveau des raccourcis clavier dans Blender, la plupart des raccourcis clavier vont être sur la partie gauche du clavier, accessible avec la main gauche. Si vous êtes gaucher et que vous utilisez votre souris de la main gauche, je vous conseille de franchement décaler votre clavier sur la droite, histoire de faire vos raccourcis clavier avec la main droite et pas à trop croiser les mains. Donc on va utiliser des raccourcis clavier qui sont plutôt sur la gauche et on va aussi utiliser le pavé numérique. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Donc les modificateurs avec la souris, on peut appuyer sur CTRL et faire un clic du milieu. Ça permet de refaire un zoom. C'est une autre façon de faire un zoom. On peut appuyer sur SHIFT et clic du milieu. Ça permet de faire défiler la vue 3D et par exemple de se focaliser sur un autre objet et de pouvoir ensuite zoomer sur cet autre objet. Par exemple, là, je zoome sur la caméra. Là, je vais zoomer sur l'objet cubique par défaut. La souris sert aussi à sélectionner les objets. Par exemple, vous avez la sélection ici de la lampe avec le clic gauche. La sélection de la caméra ou la sélection ici du cube. Par défaut, le type de sélection, donc en clic, est aussi une sélection sous forme de boîte. Donc vous pouvez tracer une boîte autour de vos objets. Et si vous allez là-haut, vous pouvez modifier le type de sélection dans ce petit menu-là. Alors on utilise très rarement ce menu-là pour la sélection, on va préférer d'autres raccourcis que je vous montrerai plus tard. Il y a un instant, je vous parlais du pavé numérique. Le pavé numérique va nous servir à changer la vue.
et à se fixer sur des vues. Et ça va être très utile pour travailler dans des plans. Le 1, c'est la vue de face. Alors, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus. La vue de face ici, elle est en perspective point de fuite. Vous voyez, comme dans la réalité, on a la fuite du plan. On le voit dans la vue 3D parce que c'est écrit en haut à gauche, la front perspective. On peut changer cette perspective qui est très réaliste, mais qui n'est pas pratique pour travailler. On préférera une perspective orthogonale, aussi appelée perspective cavalière, pour travailler. Dans ce cas-là, il y a le switch sur 5. Si vous appuyez sur 5 sur le pavé numérique, vous switchez en perspective orthographique, comme c'est écrit dans Blender, ou en perspective point de fuite. Donc le 1, la vue de face, le 3, la vue de côté, donc de droite, vous regardez que c'est right orthographique, et le 7, c'est la vue de dessus. Le 0, c'est la vue caméra, c'est à travers la caméra que tous les calculs vont être faits. Si j'appuie sur 1, donc j'ai la vue de face, je fais CTRL 1, j'ai la vue de derrière, back orthographique, CTRL 7, la vue de dessous, CTRL 3, la vue de gauche. Vous pouvez appuyer sur 4 et 6 pour faire tourner votre vue, comme ça, pour avoir une rotation, je crois, de 10 degrés, il me semble. Et puis, vous pouvez appuyer sur 8 et 2, ça vous permet de faire une rotation haut et bas. Le 9 vous fait un demi-tour. Donc si vous êtes en vue de face et vous appuyez sur 9, bah, vous avez la vue de derrière. Si vous êtes en vue de droite avec 3, vous appuyez sur 9, vous avez la vue de gauche. Et pareil en vue de dessus, vue de dessous. C'est très pratique pour switcher les vues. Et le point vous permet de vous focaliser sur l'objet sélectionné. Alors c'est très pratique. Imaginons que dans une grande modélisation, vous soyez perdu, vous ayez donné un coup de molette et vous ne savez plus où trop vous êtes trop sur la droite. Et vous appuyez sur point, ça peut vous sauver la vie et vous refocaliser sur l'objet couramment sélectionné. On va voir tout le reste sur l'objet qu'on va avoir à réaliser, notamment les modifications de base, les redimensionnements, le déplacement, tout ça, les dimensions. On va le voir sur l'objet qu'on a à modéliser. Afin de repartir à zéro, je vous conseille de refaire un reset de l'interface 3D, d'ouvrir un nouveau fichier, et on va le réenregistrer tout de suite afin de pouvoir sauvegarder rapidement nos données. Pour cela, vous faites Fichier, New, General, ou alors vous faites CTRL-N, et vous avez fait New File, General, il vous propose de sauvegarder, ce qui est une révolution dans Blender 2.8, parce qu'il y a des versions dans Blender, il ne vous proposait pas de sauvegarder, et vous perdiez votre travail. Don't save, on s'en fiche pour celle-là, et on est reparti sur l'interface par défaut. Le cube que vous voyez par défaut, l'objet est en mode objet, c'est-à-dire qu'on va manipuler l'objet dans son intégralité. On va voir dans un instant comment on va éditer les points dans cet objet. Pour ça, il faut passer en mode édition. En haut de la fenêtre 3D, vous avez Object Mode. Si vous déroulez ce menu, vous avez Edit Mode. Sans rien faire bouger pour l'instant dans la fenêtre, vous voyez que on peut maintenant sélectionner les points et puis on verra comment les déplacer et comment les changer. Je vais revenir en Object Mode. On peut switcher entre le mode Edit et le mode Object très facilement avec la touche Tabulation. C'est beaucoup plus rapide et les vrais pros utilisent cette touche-là pour plus d'efficacité. En mode Objet, ce qui peut être très pratique, c'est d'ajouter une image de fond afin d'avoir toujours l'image de l'objet sur lequel on travaille un peu sous les yeux. Ça évite de switcher sur une autre fenêtre. Vous pouvez faire Shift A. Shift A, c'est le raccourci pour ajouter des objets. Vous pouvez aussi, avec échappe, fermer ce menu-là et puis aller dans le menu Add en haut de la fenêtre 3D. Toujours pareil, hein, c'est pas très pratique d'aller sur un menu, on préfère utiliser le raccourci Shift A et vous allez ajouter une image de référence. Une fenêtre s'ouvre, vous pouvez aller chercher les images de référence que vous avez besoin. Ici, je vais afficher le connecteur qu'on veut modéliser. Donc, il s'affiche comme on avait l'image par défaut. Vous voyez comme ça, c'est peut-être pas très pratique. On peut se mettre en vue de face en appuyant sur 1, et puis en perspective orthonormée. Et puis on va faire image référence, et puis on va réouvrir l'image donnée. Donc elle se met en vue de face. Vous voyez, ce background s'ajoute à un point spécial qui s'appelle le curseur 3D.
c'est-à-dire le point d'ajout des nouveaux objets. C'est l'espèce de mire, de cible qu'on a là, qui va nous servir aussi plus tard à faire des transformations particulières à partir de ce point temporaire. On peut déplacer ce background, histoire de le mettre un peu de côté et de ne pas être embêté pour travailler. Vous pouvez sélectionner cet objet. Le déplacement dans Blender, c'est G. Vous pouvez le déplacer avec G. Donc par exemple, on va se mettre en vue de dessus, 7. Vous faites G en appuyant une fois, et vous le déplacez un petit peu comme ça sur la gauche, histoire de l'avoir toujours sous les yeux. Et puis on va pouvoir après le tourner. Donc en vue de dessus toujours, vous pouvez faire R pour le tourner. Au niveau du déplacement, avec G, vous pouvez fixer un axe. Faites G et puis après vous appuyez sur X, ça le déplace suivant X. Ou Y, ça le déplace suivant Y. Ou Z, voilà, suivant Z. Et puis vous pouvez le déplacer sur un plan aussi. C'est-à-dire qu'on va le déplacer pas sur un axe. Donc on va faire G, Shift Z par exemple. Et là, même si on est dans une vue un peu dégueulasse en 3D, on est sûr de le déplacer sur le plan, que ça ne se déplace pas suivant la verticale. Ça marche aussi dans les autres axes, G, Shift Y, G, Shift X. Ça marche aussi pour la rotation. Et puis on peut redimensionner cette image ou cet objet avec S, le facteur d'échelle. S, vous avez un redimensionnement. Puis SX suivant X, SY suivant Y, donc là ça ne fait rien, SZ suivant Z. Et donc ces déplacements et ces redimensionnements rotation, on les voit aussi sur le petit menu qu'on a ici à droite, donc qui s'affiche grâce à la petite flèche que je viens de dérouler là, vous voyez, qui nous permet d'avoir avec précision la valeur des coordonnées et des transformations. Donc on va s'en servir à l'envie aussi pour fixer de manière précise des transformations. Pour notre objet en question, donc qui est affiché, vous pouvez voir qu'il est composé de, on va dire, de deux parties. La partie du bas, qui va être fabriquée à partir d'un parallélépipède un petit peu carré, un cube un peu aplati, avec 4 pieds, donc qu'on va extruder. Je vous expliquerai ça. Et puis la partie du haut, qui est plus cylindrique. Alors dans la vraie vie, je ne sais pas si ces deux pièces sont assemblées ou soudées. Je pense qu'elles sont soudées parce qu'on voit une soudure ici. Nous, on fera deux pièces qui vont être dans le même objet. Ça va être beaucoup plus simple. On va commencer d'abord par faire la partie du bas. Donc on va prendre notre cube qu'on va redimensionner en hauteur et pour faire quelque chose de plus plat et mettre les bonnes dimensions. Ensuite, on fera la petite surépaisseur. Vous voyez qu'au niveau des pieds, il y a une petite surépaisseur là. Et ensuite, on fera les pieds. Et on regardera ce qui se passe en dessous, parce qu'en dessous, il y a des choses intéressantes à montrer et à modéliser aussi. Première remarque, si on prend le cube, sélectionne le cube avec un clic gauche, on regarde les dimensions dans la petite fenêtre ici de transformation. Par ailleurs, cette fenêtre elle peut être affichée par le raccourci N. On voit que le cube fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Notre petit objet fait 7 mm par 7 mm. Avec une hauteur de 11,5. 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, on n'est pas du tout dans le bon rapport d'échelle. Donc on va devoir modifier ce rapport de taille dans Blender avant de faire quoi que ce soit. Vous allez aller dans le petit menu à droite, dans les propriétés. C'est le dernier menu avec une icône noir et blanc. Si on reste dessus, l'infobulle a dit Scene Properties. Donc cliquez dessus et vous allez dans le sous-menu Units. Il y a plusieurs réglages et vous pouvez changer l'affichage des unités, l'unit scale. Quand on regarde l'infobulle, on voit que c'est tout à fait adapté pour faire des petites pièces ou des très grandes pièces. Donc moi j'avais regardé, on peut mettre un rapport de 1 centième, 0,01, ce qui fait que notre cube fait maintenant 20 mm. Alors le 0,02 m c'est pas très pratique. Vous pouvez changer l'affichage des unités, non pas en mètres, mais en millimètres. Notre cube fait 20 mm par 20 mm, on est tout à fait dans le bon rapport de dimension pour faire une pièce de 7 par 7. Deuxième chose, la grille n'a pas été modifiée, malheureusement, et c'est un deuxième réglage qu'il faut faire, spécifique à la vue 3D.
Ici, vous allez aller dans le petit menu au-dessus de la fenêtre des transforms, là. C'est le troisième, celui qui a les petits cercles. C'est pas un menu où on va souvent, c'est un peu planqué. Ça s'appelle Viewport Overlays. Et puis vous avez Grid ici, et vous pouvez changer le scale de la grid, et vous pouvez mettre le même facteur de redimensionnement, 0,01. Comme ça, vous avez la grille qui s'est réadaptée avec le bon facteur d'échelle, et on va pouvoir travailler en millimètres sans avoir besoin de surzoomer sur les pièces. Alors notre pièce fait 7 mm de côté, et l'épaisseur de la pièce, la grande épaisseur ici, avec la petite surépaisseur là, c'est 1 mm 80. Donc l'épaisseur un peu plus fine qu'on va d'abord créer, et on fera la surépaisseur ensuite. On va mettre 1 mm 5, j'avais regardé, ça donnait quelque chose qui était tout à fait réaliste. Et on se retrouve avec ce petit parallélépipède qui va nous servir à travailler. Lorsqu'on a des pièces de la vraie vie, ces pièces-là sont souvent symétriques. N'importe quel objet que vous avez sous les yeux a des axes de symétrie. Donc on va pouvoir travailler en fait sur un quart de la pièce, et que Blender, avec ses outils de CAO, nous reconstruise automatiquement la symétrie de la pièce. Dans Blender, ça s'appelle le mirror. Alors, avant d'activer cette option de mirror, on va devoir découper notre pièce en 4. Donc on va faire une découpe suivant l'axe Y en vert et l'axe X en rouge. Garder un quart de la pièce et ensuite activer le mirror. On va passer en mode édition, comme je vous expliquais il y a quelques minutes. Donc vous appuyez sur tabulation, il faut avoir la pièce sélectionnée. Et pour faire une découpe qui passe exactement par le milieu de notre pièce, alors j'espère que tout le monde est encore comme moi avec la pièce un peu centrée, même super bien centrée. Si vous avez commencé à bouger dans tous les sens, bon bah, soit vous recommencez, soit je vous laisse vous débrouiller avec votre pièce qui est plus dans le bon sens. Vous allez faire un CTRL R. Le CTRL R, c'est la découpe circulaire. Ce CTRL R se fait en 3 temps. Vous activez CTRL R. Premièrement, vous avez une ligne virtuelle qui, en fait, qui est le choix de positionnement de la découpe. Donc on peut faire une découpe suivant Y, suivant X, ou même suivant la hauteur. Et puis si vous avez des pièces plus complexes, vous aurez la découpe qui va suivre la circularité de la pièce. On parlera de cette histoire de circularité et de topologie. Donc on va faire une découpe, par exemple suivant l'axe vert, l'axe Y. On valide une fois. Une fois qu'on a validé, on peut faire un glissement de cette découpe et puis la positionner où on veut. Alors si on veut la positionner là, on la positionne là, on n'est plus au milieu. On peut la remettre au milieu, sachant que tout est bien centré. On peut aller dans les données ici, de transform, et puis remettre 0. Je reviens un petit peu en arrière. Si vous voulez la positionner exactement au milieu, vous faites CTRL R, vous validez une fois, puis après vous faites échappe. Vous sortez du mode de déplacement et vous avez le positionnement exactement là où Blender l'a mis par défaut, au milieu. Si on regarde la vue du dessus, on voit que la ligne de découpe est bien centrée. On peut faire la même chose en vue de dessus en X. On valide une fois et puis échappe. Et comme ça, on a la découpe de notre pièce. On va supprimer les points qui sont en trop. On va garder un quart de la pièce. Moi, par habitude, je garde souvent le morceau qui est en bas à droite, je ne sais pas pourquoi. Et je vais supprimer les autres. Donc je vais supprimer tous les morceaux que je vous indique par une couleur que j'ai rajoutée par-dessus, histoire d'être clair. Afin de faire ça, on va devoir sélectionner tous les points qu'on veut supprimer. Alors il y a plusieurs manières de faire. Soit on sélectionne un point et on fait Shift, sélection d'un autre point, c'est ajout à la sélection, comme dans beaucoup de logiciels, et puis là on vient sélectionner les points en plus. Alors ça c'est bien quand il n'y a pas beaucoup de points à sélectionner. Pour désélectionner tout, vous faites Alt A. Et A, ça permet de sélectionner tous les points. Alt A et A. Donc Alt A, je désélectionne tout le monde. Quand on veut sélectionner plusieurs choses plus rapidement, il y a deux solutions. Vous avez le traçage d'une boîte, comme ça, autour des points sélectionnés. Vous pouvez faire Shift pour ajouter ça à la sélection. Ça va sélectionner que les points qui sont visibles. Vous voyez, les points qui étaient derrière n'ont pas été sélectionnés.
Pour ça, il faut se mettre en mode wireframe. Ici, Viewport Shading en haut à droite, wireframe. On peut accéder à ça par le raccourci Z. Vous avez un menu paille en forme de tarte qui s'affiche. Vous pouvez choisir wireframe, material preview, solide ou rendered. On ne va pas encore parler de rendu temps réel, on verra ça plus tard. Donc on va se mettre en wireframe, ce qui nous permet de voir ce qu'il y a derrière. Alors voir ce qu'il y a derrière, comme vous pouvez le constater sur l'objet, c'est en fait l'activation de la petite option qui est à côté de l'icône wireframe en haut à droite. Vous pouvez l'activer, la désactiver. Alors la désactiver, ça n'a aucun sens en wireframe, c'est bien l'objectif de se mettre dans ce mode-là. Et là, vous pouvez faire une boîte de sélection. B, Shift, hop. Et puis, vous avez la sélection de ce qu'il y a derrière. Alors, vous avez entendu dire que j'ai dit le raccourci B par habitude. Avant, on n'avait pas la sélection par défaut dans Blender en boîte. Il fallait activer le raccourci par B. Vous pouvez faire B. Vous avez une mire qui s'affiche. Et puis, vous pouvez faire la sélection comme ça s'ajoute automatiquement à la sélection courante. Troisième méthode pour sélectionner, que j'utilise souvent, c'est le cercle de sélection. Alors qui est dans les cercles, dans les outils de sélection là-haut. Et moi j'utilise en fait le raccourci C. Donc vous avez un petit cercle qui s'affiche autour de votre curseur 3D, autour de votre curseur de souris, pardon, et qui peut être agrandi par la molette. Et maintenant, quand vous cliquez sur des entités, ça se rajoute automatiquement à la sélection. Une fois qu'on a sélectionné les points, on fait Supr et on supprime les points, donc les vertices. Je vais me remettre en mode plein. Déjà, on constate qu'à l'intérieur des objets, il y a du vide. De manière générale, il ne faut pas qu'il y ait de points, de surface ou de lignes à l'intérieur des objets. Surtout si vous vous destinez à faire de l'impression 3D après. Il faut absolument que la topologie des objets soit vraiment rigoureuse. Ça peut créer plein de problèmes au niveau de l'interprétation du maillage par les logiciels d'impression 3D. Et puis, nous, en visualisation, on peut avoir des problèmes quand on active certaines options d'arrondi automatisé. Si vous avez des points à l'intérieur, le logiciel va avoir des difficultés à bien vous calculer les courbes de Bézier et les arrondis automatisés. Donc on a une petite part de gâteau là qu'on va dupliquer automatiquement par l'outil de miroir. Pour ça, on va aller dans les modificateurs. Alors c'est le premier icône bleu dans les propriétés à droite, c'est l'icône en forme de clé anglaise. Add modifier et vous ajoutez le modifieur mirror, c'est à peu près au milieu de la deuxième liste. Vous voyez qu'il y a plein d'autres modifieurs qu'on verra lorsqu'on en aura besoin. Mirror. Mirror, eh bien, vous fait une symétrie par défaut suivant l'axe X, comme vous pouvez voir que c'est coché dans les options du modifieur. Ensuite, vous pouvez aussi cocher l'axe Y et vous avez le duplicata automatisé de votre pièce d'origine. L'intérêt maintenant, c'est que si vous prenez un point et que vous le modifiez, eh ben, ça va le modifier automatiquement sur l'axe de symétrie. Donc on n'a qu'un quart du boulot à faire. Dans les faits, la symétrie est réalisée par rapport au barycentre de l'objet. Le barycentre des objets, c'est le point orange qu'on voit au milieu des objets. Si on décale les points par-dessus ce barycentre, ou par-dessus les lignes qui passent par ce barycentre, la symétrie va se chevaucher. Si vous prenez un point qui est sur l'axe de symétrie et vous le déplacez, il n'est pas collé à l'axe de symétrie et on peut créer des trous dans les pièces, ce qui va poser problème. Pour éviter cet effet, on peut cliquer sur Clipping. Dans ce cas-là, le point est déplacé avec G1 et collé à l'axe de symétrie. Pour pouvoir réaliser la surépaisseur que l'on voit là, dont j'ai déjà parlé, et les pieds, on va créer des surfaces de départ pour faire des extrusions. Donc ici, on va créer des petites surfaces, et en dessous, on va pouvoir, à partir de ces surfaces, extruder les formes, c'est-à-dire créer de la matière à partir d'une surface. Donc il y a une technique qui est très simple, c'est d'utiliser encore une fois le CTRL R. On va positionner les découpes à des coordonnées précises pour pouvoir avoir les formes de la taille qu'on veut. Le pied fait 1 mm par 1 mm
Et dans la documentation, c'est précisé que la dimension, l'écart pardon, entre les deux pieds est de 4,10 mm. Et les pieds sont centrés à 5,10. S'ils font 1 mm par 1 mm, 4,10 plus 1, ça fait 5,10. Donc 4,10, si on regarde par rapport au centre, on doit avoir une première ligne de découpe qui est à 2,05. On peut regarder aussi, je vais vous afficher l'image de la vue de dessous de cet objet. On voit que la surépaisseur ici démarre exactement au même niveau que le pied. Donc on n'aura qu'une seule ligne de découpe qui va nous servir de point de départ pour la surépaisseur et le pied. Je vais laisser cette image qui va nous permettre d'apprécier mieux ces dimensions-là. Donc 2,05 par rapport au centre, je vais mettre une découpe, CTRL R, en mode édition de l'objet. CTRL R, bon, je la positionne ici par défaut, et on va la redéplacer. On voit dans les coordonnées des points qui sont sélectionnés dans le menu Transform, qu'il les a positionnés en X à 5 mm. Si on regarde la grille, on n'est pas du tout à 5 mm du centre, on est plutôt à 1,75. Ça, c'est normal, c'est pas du tout un bug. C'est parce qu'on a redimensionné notre pièce au départ, en mode objet. Je repasse en mode objet. En ayant fait ça, en ayant changé les dimensions, on a modifié le facteur d'échelle. Et ce facteur d'échelle a un impact sur l'affichage des coordonnées locales. Vous voyez qu'ici, on affiche les coordonnées locales. Si on affiche les coordonnées globales, ben on va être sur la grille globale, on va bien être à 1,75 mm. Alors là, il y a deux écoles. Soit on reste comme ça, soit on va faire un reset du facteur d'échelle, comme on pourra faire un reset de la position, de la rotation ou d'autres facteurs. On va faire un reset du facteur d'échelle, c'est-à-dire que les dimensions actuelles de la pièce vont plus avoir un facteur d'échelle de 0,35, 0,35, 0,075, mais 1. Dans ce cas-là, il faut faire CTRL A en mode objet et faire un apply définitif du scale. Vous voyez que le facteur d'échelle se remet à 1, mais les dimensions n'ont pas changé. Et dans ce cas-là, les coordonnées affichées pour notre ligne, que ce soit en global ou en local, eh bien, seront toujours à 1,75. Il n'y aura pas de redimensionnement par rapport au facteur d'échelle. Alors cette application définitive des coordonnées, ce reset de facteurs ou de coordonnées, est indispensable dans certains cas. On verra suivant les pièces qu'on aura à réaliser. Donc on va positionner ces coordonnées à 2,05, donc en X. 2,05. Le pied faisant 1 mm, il faut que la ligne externe de découpe soit mise à 3,05. Donc je refais un CTRL R dans ce sens-là, et puis je repositionne cette ligne-là à 3,05. Pareil, dans ce sens-là. Première coordonnée en Y, là on est en négatif, moins 2,05. Autant être précis, sinon ça ne sert à rien. Et celle-là à moins 3,05. Donc en vue de dessous, si on regarde un petit peu en dessous, puis on a la pièce voilà, qui est un peu en visu aussi, on va pouvoir avoir le point de départ, comme je disais, de la surépaisseur, on va le faire dans un instant, puis dans un deuxième temps le pied. Je vais sélectionner les surfaces qui vont me servir à faire cette extrusion. Je vais changer de mode de sélection pour plus de facilité. Je vais sélectionner maintenant non plus des points mais des surfaces. Ici en haut de la vue 3D, à côté du switch Edit Mode et Object Mode, vous avez trois petites icônes qui vous permettent de sélectionner soit des points, soit des lignes, soit des surfaces. Je vais me mettre en mode de sélection des surfaces, et puis là, avec un clic gauche et puis un Shift, je vais pouvoir sélectionner les 4 surfaces, les 4 surfaces qui nous permettent d'extruder la surépaisseur. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on prendra cette surface-là et on extrudera le pied. Alors c'est très simple, il suffit de rajouter 0,3 mm pour avoir une épaisseur de 1,8 parce qu'on était déjà à 1,5. Quand vous faites extrusion,
l'extrusion est faite instantanément dans Blender. Et ça donne ça. E, et puis ils se mettent tout de suite derrière en mode de déplacement. Et s'il peut le faire suivant la normale, la verticale ici de la surface, on peut le déplacer en vertical. Si vous faites échappe pour annuler cette commande, vous n'avez pas annulé l'extrusion, vous avez annulé le déplacement. Si vous refaites G sur ces surfaces, vous vous rendez compte que les surfaces, eh bien, elles ont déjà été extrudées. Pour annuler l'extrusion, il faut revenir une fois supplémentaire en arrière après l'échappe. Alors c'est une erreur qu'on fait souvent. Par exemple, on fait une extrusion. Ah non, je voulais pas faire ça, en fait je voulais sélectionner que celle-là. Si vous refaites une extrusion là, vous allez faire une extrusion sur l'extrusion. Donc la surface qu'on a déjà extrudée, elles sont infiniment collées l'une sur l'autre. Alors ça peut poser des problèmes, surtout quand on fait le calcul final. Ici on peut avoir des problèmes de rendu de texture parce qu'il va essayer de rendre en même temps les deux surfaces. Donc on va avoir un petit bout de l'un, un petit bout de l'autre, un petit bout de l'un, un petit bout de l'autre. Ce qui va pas être terrible. Donc on le sait tout de suite quand on a ce genre de problème dans Blender. Alors ça se voit aussi lorsque vous avez des points qui sont les uns sur les autres. Lorsque vous sélectionnez un point, on voit que la sélection ne se propage pas en orange. Ça veut dire que la sélection, elle n'affecte pas cette ligne-là. Quand je déplace ce point-là, on voit qu'il y en a un qui est caché derrière. Et que la sélection se propage en fait sur la ligne qui est entre les deux. Alors je reviens en arrière pour annuler tout ce que j'avais fait. Voilà, je sélectionne ces surfaces-là, je ne suis pas extrudé. Hop, je me remets comme ça. Extrusion, il se met automatiquement en mode de déplacement. Et le déplacement qu'on a à partir de là est relatif par rapport à la position de départ. Donc la position de départ pour lui c'est 0, 0. Si je tape au clavier 0,3, il va me le déplacer de 0,3 mm. J'ai même pas à réfléchir où positionner cette surface en déplaçant à la main, j'ai juste à taper au clavier. Et je sais maintenant que il a rajouté 0,3 mm par rapport à l'épaisseur que j'avais déjà. Et donc on a notre surépaisseur sur cette pièce-là. Le pied est extrudé à partir de cette surface-là. J'avais pris en note que le pied faisait 3,9 mm de long. Donc on fait la même chose, vue de face, extrude, il se met en mode de déplacement, et je tape 3,9. Et j'ai la partie du bas de ma pièce. La partie du bas externe, parce qu'on va faire la partie centrale maintenant. Première remarque, on a un début de connecteur SMB, mais aussi une table basse, ou une table, ou un pouf, ou un début de chaise. Tous ces objets-là ont un point de départ qui est similaire. Avant de faire la partie centrale, on va faire le petit chanfrein ici, le méplat qu'on a là, qui va être très simple. Alors méthode quick and dirty, rapide et sale, parce que, coup de bol, on a les découpes qui sont bien prévues ici. Il va nous suffire de supprimer la ligne que je désigne actuellement et de raccorder les points, histoire de couper en fait cette surface en deux. Alors pourquoi je dis quick and dirty? Parce que vous avez remarqué que depuis le début, on travaille avec des surfaces qui sont carrées ou rectangulaires. Ce qu'on appelle des quads, c'est-à-dire les surfaces qui ont 4 côtés ou 4 points. Dans Blender, on peut avoir des quads ou des triangles. Et on peut avoir des surfaces qui ont plus de points que 4, qu'on appelle des n-gon. Des logiciels comme ça sont beaucoup prévus pour travailler avec des quads. Des tris, ça marche bien aussi, mais ça peut créer quelques problèmes dans certains cas. Et je reparle des cas d'arrondi automatisés, donc qu'on verra plus tard avec les subdivisions de surface. Les n-gon sont pratiques parce que ça fait du très rapide aussi, mais pareil, pour des cas de calcul automatisé de certains effets, ça peut poser problème. Donc au maximum, on va essayer de travailler avec des quads, et puis dans certains cas qui vont pas poser de problème, on va utiliser d'autres types de surfaces. Ici, on est dans une surface qui va être affectée par rien du tout, parce qu'on est au bout de la pièce. À part la couleur, ça n'aura aucune incidence, on va mettre un triangle. Alors, c'est très simple, je vais me mettre en mode, par exemple, de sélection des points ou des lignes. Je vais sélectionner avec Shift, clic gauche, cette ligne-là, je fais supprimer vertices, et on va reconstruire les 4 surfaces qui manquent. C'est très simple. Je vais partir du bas, je vais sélectionner les 3 points de cette surface-là, pour faire un triangle, et j'appuie sur F. Ensuite, je sélectionne la première surface qu'on a devant les yeux, F, puis
la troisième, F, puis la quatrième, F. Et on a reconstruit notre méplat. Voilà pour le chanfrein. On va réaliser le trou qu'on a au milieu ici, et après on rajoutera la tige. Pour réaliser le trou, nous allons utiliser un autre modificateur qui s'appelle le booléan. Un booléan, ça sert à faire des opérations booléennes, donc des différences, des inclusions ou des unions. On peut remarquer aussi que notre travail sur la pièce carrée symétrique est terminé. À la fin de la modélisation, je vous montrerai comment rajouter les petits angles un peu arrondis ici, mais tout le gros travail de la symétrie est terminé. Donc on va appliquer définitivement ce modificateur de symétrie et on va créer les points qui sont actuellement virtuels. La plupart du temps, on n'applique pas les modificateurs, parce qu'on aime bien conserver les possibilités ici des options et des modifications virtuelles. On les applique uniquement dans des cas particuliers, ou lorsqu'on sait exactement ce qu'on est en train de faire. Donc là, je vous le dis, on sait exactement ce qu'on est en train de faire. Donc on va faire en mode objet Apply. Le modificateur disparaît. Et si vous passez en mode édition, vous voyez que les points ont été créés. Pour faire le booléan, on va rajouter un cylindre qui va nous servir à supprimer de la matière. Pour ça, il faut que notre curseur 3D soit au milieu de la pièce, histoire d'ajouter le booléan sur l'axe global de symétrie. Pour remettre le curseur 3D au milieu, on va sélectionner notre objet, si ce n'est pas fait, et on va faire Shift S. Shift S vous permet d'avoir un menu Snap. Donc soit vous accrochez le curseur 3D à des points particuliers, soit des objets ou des points vont venir se mettre à la position du curseur 3D. Et là, vous pouvez faire Cursor to Selected. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, par mégarde, j'avais sélectionné l'image en même temps. Le curseur 3D s'est mis au milieu des deux. Vous voyez que là, il a fait la moyenne des deux positions. Vous sélectionnez votre pièce, Shift S, Cursor to Selected. Ensuite, en mode objet, on va rajouter un cylindre. Shift A, Mesh, cylindre. Alors le cylindre, il peut avoir différentes dimensions qu'on peut changer par le petit menu qui est en bas à gauche. On voit que par défaut, il a un radius de 10 mm. Alors je ne sais pas chez vous quel rayon il va avoir par défaut. J'avais pris en note que ce cylindre était légèrement plus grand que l'écart entre deux pieds, l'écart intérieur entre les deux pieds. Donc l'écart intérieur entre les deux pieds, c'était 4 mm 10. Donc ça va peut-être faire un rayon de 4 mm 20 ou 4 mm 30. On peut peut-être mettre un rayon de 2.10. Et ce sera très très bien, vous voyez, pour faire le cercle intérieur. On peut mettre un petit peu plus grand, peut-être en rayon 2.20 ou 2.15. Ça peut être largement suffisant comme ça. L'épaisseur de ce cylindre est trop grand, donc on peut faire une profondeur ou une épaisseur de 2 mm, ce qui nous permet de pouvoir maintenant le déplacer correctement et le positionner pour faire la découpe. Alors pour faire cette découpe, on va sélectionner l'objet principal et on va aller dans les modificateurs, toujours, c'est un modificateur. Add Modifier Boolean, c'est le troisième de la deuxième liste. Le modificateur s'affiche en rouge. Il faut sélectionner en fait l'objet qui nous sert de booléan. Et on voit qu'il y a une découpe qui a été faite, hein, il y a une petite ligne qui a été faite. Le trou qui est fait ici, on va le faire uniquement que sur la partie du bas. Toute la partie du haut, on va rajouter un autre morceau. En fait, on rajoutera un cylindre ou un cercle et on construira cette partie-là d'une autre manière. En vue de face, je sélectionne mon cylindre et je peux faire G, Z pour le déplacer suivant Z et venir le positionner un petit peu en transparence comme ça, histoire qu'il puisse découper uniquement une petite partie de l'objet. Pour voir l'effet, vous pouvez sélectionner le cylindre et le cacher avec H. Et on voit qu'il y a effectivement une découpe qui a été faite. Pour cacher un objet, il y a une deuxième option, c'est d'aller dans la collection des objets
qui est ici. Le cylindre, vous voyez qu'il est en semi-transparence et que l'œil est fermé. Ça nous permet de le montrer ou de le cacher. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a aucune raison de laisser le booléan activé. On peut l'appliquer définitivement aussi. Là, on sait ce qu'on fait. Et notre objet, il est très bien. Cette partie-là est terminée. Donc on va faire Apply. Le cylindre, il ne sert plus à rien. Donc on peut le supprimer. Et notre booléan a été fait définitivement. On va maintenant réaliser la partie de la tige du bas, qui est l'âme. Alors pour les électroniciens qui nous regardent, et que je salue, le bâti qu'on vient de réaliser, c'est la masse, et au milieu, ce sera le signal sur le connecteur qui va être transmis. Et la partie en blanc, c'est l'isolant, c'est le diélectrique de la connexion coaxiale. Pour ceux qui ne comprennent rien à ce que je viens de dire, c'est pas très grave. On va rajouter un nouveau cylindre. Alors si vous faites Shift Z, vous voyez, j'ai cliqué à côté, ça le met en wireframe directement. C'est un raccourci pour mettre wireframe. Le sens du Shift Z a changé en Blender 2.8. Avant, le Shift Z servait à faire l'aperçu du calcul dans la vue 3D. Shift A en mode en mode objet ou en mode édition, on va rajouter une sous-partie de l'objet à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est une sous-pièce comme un meuble Ikea où vous allez rajouter des vis ou une partie d'un tiroir. Ça fait partie intégrante de l'objet, c'est pas comme si vous veniez poser quelque chose sur votre meuble. Donc là, on va être en mode édition. Le curseur 3D, pour moi, est correctement positionné. Si c'est pas fait en mode objet, vous refaites Shift S, cursor to selected. Et en mode édition, Shift A, et là vous pouvez ajouter que des mèches, parce qu'on est à l'intérieur d'un mesh, d'un maillage. Cylinder, ça reprend les dimensions précédentes. La tige ici fait exactement 1 mm de diamètre, donc vous pouvez mettre 0,5 mm de rayon. Et puis une hauteur qui est, je vais mettre 3,5, pouvoir être légèrement plus petit que les pieds. Dans la vraie vie, cette tige est un tout petit peu plus petite. Donc on va la faire, là je vais la déplacer en verticale, GZ, et je vais venir la faire rentrer très légèrement dans la pièce, histoire de cacher le haut, comme si on l'avait rentré en force. C'est d'ailleurs comme ça que c'est fait dans la vraie vie, hein. L'isolant, il est rentré en force dans le métal, et la tige est rentrée en force dans l'isolant. Notre cylindre, il a un petit méplat en bas, vous voyez, un petit chanfrein. Et puis, il a une petite surépaisseur ici pour pouvoir solidifier la connexion. Donc on va faire ces deux petites choses très simples. En bas, on va rajouter une découpe circulaire CTRL-R qu'on vient positionner un peu en bas, comme ça. Je vais désélectionner tous les points avec Alt-A. Je vais sélectionner que les points du bas, donc je prends le cercle de sélection par exemple. Vue de face, et puis S, je redimensionne ces points-là. Et ce qui nous fait notre petit chanfrein. Ensuite en haut, et ben pareil, alors je vais mettre en vue de côté, en vue de face, pardon. Et en wireframe, histoire de voir un petit peu en transparence, je vais faire une découpe de la même manière. Puis notre surépaisseur, elle est à peu près à ce niveau-là. Elle est peut-être un petit peu plus grande, c'est pas très grave. Et je vais prendre tous les points du haut en même temps. Donc là, la boîte de sélection B, et je sélectionne tous ces points-là. Je vais faire, non, je vais pas faire un redimensionnement tout de suite, parce que si je fais un redimensionnement, et bien ça redimensionne proportionnellement tout le reste. Il faut créer une nouvelle surface. Donc on va faire une extrusion, E, et puis tout de suite derrière S, pour passer en mode de redimensionnement. Si on fait ça, on voit que ça se redimensionne aussi en épaisseur. C'est un redimensionnement proportionnel dans toutes les dimensions. Pour éviter le redimensionnement suivant Z, vous faites Shift Z. Donc il va se redimensionner pas suivant Z. Et en gardant les autres coordonnées. Donc on agrandit un petit peu, voilà. On revient en mode solide, et ça nous fait notre petite surépaisseur avec notre tige de 1 mm. On peut remarquer que cette tige, elle n'est pas lisse dans Blender là, elle est un peu à facettes, parce qu'on a un rendu de type flat, plat.
on peut changer ce rendu pour le mettre en smooth. Dans ce cas-là, vous faites en mode objet clic droit et vous faites Shade Smooth. Alors, il y a un petit bug qui s'affiche, c'est pas du tout un bug en fait. Ça fait partie de la fonctionnalité du smooth. Le smooth, il va tenter d'arrondir les surfaces. Donc lorsqu'on a des surfaces qui sont bien plates et qui doivent rester plates, il va quand même tenter de les arrondir. Et donc ça va créer un rendu qui est un petit peu moche. Pour corriger ça, vous allez rajouter un modificateur qui est prévu pour, qui s'appelle Edge Split, et qui, suivant l'angle d'orientation de la surface, va dire au logiciel d'appliquer ou pas le smooth. Ça nous permet d'avoir des arrondis automatisés, simples, et qui font un bon rendu au final. On a terminé toute la partie du bas. On va s'occuper maintenant de la partie cylindrique du haut. Alors pour ça, je vais vous montrer une autre technique. On va en fait partir d'un cercle qu'on va extruder en vertical afin de créer tout l'objet. On va créer ensuite la petite gorge qui est ici, puis le chanfrein du haut. Si je vous remets l'image initiale, on voit qu'il y a la soudure ici, on fera la soudure ici. On va créer aussi dans un même temps lame du conducteur, donc la petite tige qui est à l'intérieur, qui elle a un diamètre de 0,9 il me semble. On voit aussi qu'il y a une petite épaisseur, là il y a un petit décrochement pardon, au niveau du métal qu'on va créer aussi. Rajouter des petits détails comme ça rajoute un petit peu de réalisme dans votre pièce. Peut-être que dans vos représentations, cette pièce sera cachée par un câble, on verra pas le détail, mais si votre connecteur il n'est branché à rien, eh bien vous aurez un tout petit peu plus de réalisme. On va rajouter un cercle. Pour ça, on va rajouter le cercle au point qui est au milieu ici. Il suffit de positionner le curseur 3D à ce point-là. Donc je sélectionne ce point, et je vais faire Shift S, Cursor to Selected. On va rajouter le cercle, Shift A, Mesh. On n'a que ce choix-là. Circle, donc qui prend le rayon par défaut, donc 10 mm. Le diamètre de cette tige-là, c'est 3,7 mm. On va donc pouvoir mettre un rayon de moitié. Alors vous pouvez taper 3,7 divisé par 2, ça marche aussi, 1,85 de rayon. On laisse 32 points par défaut. À partir d'un cercle comme ça, on peut faire des extrusions successives pour pouvoir créer notre pièce en verticale. Donc je me mets en vue de face, et je vais faire Extrude, Z, et puis je peux taper au clavier la hauteur de 5,8 mm. Ensuite, en haut, je regarde un petit peu en 3D pour vous montrer, on va pouvoir faire une extrusion et un dimensionnement immédiat, ES, pour pouvoir faire la partie de métal qui va vers l'intérieur. Ensuite, on avait un petit décrochement, EZ, donc on va le faire vers le bas. ES pour avoir la partie plastique isolante. Et puis, on va regarder plutôt de côté, en wireframe. On va faire une extrusion EZ vers le bas pour pouvoir faire la partie creuse à l'intérieur. Alors, on va fermer ça, puis on va rajouter une tige qui n'est pas liée à cette partie-là, comme ça on pourra avoir le bon diamètre tel que c'est donné dans la datasheet. Pour fermer quelque chose de ce type-là, on ne le fait jamais en une seule fois, il faut prendre l'habitude de le faire en 2 ou 3 fois, pour des raisons que je vous exposerai plus tard, qui sont liées au modificateur subdivision surface. On verra ça quand on en aura besoin. Donc pour ça, on va faire ES vers l'intérieur, une fois, ES une deuxième fois. Ici, c'est pas la peine de le faire en 3 fois. On pourrait le faire en une fois, parce qu'il n'y a pas ce phénomène-là. Mais voilà, moi j'ai toujours l'habitude de le faire en 2 ou 3 fois. Pour fermer ces points vers le milieu, pour les fusionner pile au centre, c'est impossible de le faire à la main comme ça. Vous pouvez appuyer sur le 0 du pavé numérique, comme ça vous allez faire un redimensionnement avec un facteur d'échelle de 0. Puis ensuite vous faites entrer à côté, et vous allez fusionner vos points au milieu. On va rajouter la tige, donc au même endroit, et après on la fera glisser. On rajoute un cercle, donc cette tige-là a un diamètre de 0,9. Vous pouvez taper 0,9 divisé par 2, 0,45 tout simplement.
extrude Z, et puis on va la faire arriver. Elle est un petit peu plus petite que le haut, afin de la protéger. On la fait arriver par là. Et la tige a une petite pointe, histoire de pouvoir faire de l'insertion facile dans le connecteur. Donc, on va faire une extrusion vers le haut, comme ça, et puis tout de suite un redimensionnement avec S pour créer la pointe. Et puis pareil, on va fermer ici, extrude S 0. Voilà. Voilà l'habitude de le fermer en 2 ou 3 fois. Voilà notre tige qui est très bien là où elle est. Alors si vous voulez faire une pointe un peu plus accentuée, vous pouvez prendre les points qui sont là avec la boîte de sélection B et les déplacer. G, Z. Alors il y a le point du milieu qui était sélectionné, voilà, GZ. Et puis vous faites une tige qui est un peu plus pointue. Il nous reste à faire donc le chanfrein du haut, donc on est en haut. Pour ça, on va faire une découpe circulaire. Alors ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est sélectionner tous les points qui sont sur le pourtour. Là il y a une technique en une seule commande. Alors les gens qui sont sous Windows, je crois que Alt, sélection de la ligne, ça marche tout de suite. Moi je suis sous Linux, il faut que je fasse Shift Alt, sélection de la ligne. Alors j'ai pas pris la bonne ligne. Shift Alt, sélection de cette ligne. Alors c'est une blague sous Windows parce que Shift Alt, ça change votre clavier en anglais. Alors des fois vous êtes obligé de faire le Shift Alt de toute façon pour rajouter à la sélection. Donc si vous changez votre clavier en anglais, faites attention à le remettre en français. De toute façon vous le verrez bien, lorsque vous voulez utiliser le A pour faire différentes choses, ça ne marchera plus. Donc on peut prendre ces points-là, GZ pour les faire vers le bas. Ça va pas être très joli parce qu'on perd un peu de métal. Et puis la partie métallique en haut va devenir infiniment fine. Donc on peut faire une découpe circulaire dans la tranche comme ça. CTRL R au milieu, c'est très bien. Reprendre la ligne extérieure, GZ, et puis faire notre petit chanfrein d'insertion. On va faire pareil en bas, sauf que on va faire un CTRL R pour faire la surépaisseur de soudure. Voilà, comme si on avait une petite soudure. Et puis en vue de côté, je vous propose de faire la gorge. Alors la gorge, elle a aussi des petits chanfreins ici. Donc on va pouvoir faire ici un contrôle R, qu'on va positionner, je crois que c'est à peu près à 2 mm. Voilà, environ. On pourra la redéplacer après si ça ne nous convient pas. On refait un contrôle R, alors cette gorge-là, on va la faire à peu près de cette taille-là, c'est-à-dire un demi-millimètre environ. Et puis à l'intérieur, il y a une autre partie qui est plus fine. Donc on peut faire avec un coup de molette un double contrôle R. Donc contrôle R une fois, coup de molette, ça vous fait 2 lignes. Vous validez et vous les laissez au milieu en cliquant 2 fois. Vous pouvez ensuite redimensionner cette partie-là pour faire la gorge. Et puis la redimensionner vers le haut si vous voulez pour modifier la taille du chanfrein. Et on a créé notre gorge. Alors peut-être qu'elle est un peu plus basse en fait sur le composant. Dans ce cas-là, je me mets en wireframe, boîte de sélection B, et GZ pour déplacer tout ça plus vers le bas. Voilà. Et on a quasiment terminé notre objet. En fait, il est terminé en tant que tel. Maintenant, on va rajouter les petits détails de chanfrein ici, de défaut sur le bord, les petits arrondis qui sont là. Je ne vais pas pour l'instant refaire de smooth, on verra le smooth après. Alors en mode édition, alors vous voyez pour sélectionner, désélectionner, j'ai pris l'habitude de cliquer 2 fois sur A. Donc soit vous faites A pour sélectionner tout le monde, Alt A pour désélectionner. Et j'ai pris une mauvaise habitude d'utiliser la deuxième manière de désélectionner, c'est-à-dire le double clic sur A. Bon, mauvaise habitude, bonne habitude, c'est pas très grave, c'est parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi. On va rajouter un modificateur.
Alors avant de dire ce que je voulais dire, on va désactiver le Edge Split et en mode objet, on va désactiver le Smooth et on le remettra après. Sinon, on va cumuler les problèmes et expliquer, ça va être plus compliqué. Donc je désactive le Edge Split, je le supprime pour l'instant. On verra plus tard pour le remettre. Et je rajoute le modificateur Bevel. Bevel, ça va nous faire un chanfrein. Alors on voit que ça n'a absolument rien fait actuellement. Parce que la pièce est un peu compliquée pour pouvoir chanfreiner tout. Et on va même pas avoir besoin de chanfreiner tout. Et Blender a des limites. Et là, il a mis un garde-fou en cochant automatiquement la case Clamp Overlap. Si vous décochez cette case, vous vous rendez compte que le chanfrein il est appliqué partout et de manière un peu overkill. Donc vous pouvez modifier la taille de l'offset, le décalage, ou la taille du chanfrein, ou la profondeur. Donc là, c'est vraiment n'importe quoi. Alors ça nous fait un sapin de Noël. Ou le pourcentage de chanfrein. Par exemple, on peut changer la taille du chanfrein. Alors 1 mm c'est beaucoup trop parce que 1 mm c'est quasiment l'épaisseur de notre pièce. Donc on va mettre 0,1 mm. Et on a un petit chanfrein. Il chanfreine tout, toutes les lignes, y compris les lignes sur la partie du connecteur du haut. C'est absolument inutile. Alors on peut mettre une limite au chanfrein. On peut utiliser la méthode de limitation du chanfrein basée sur les groupes de points. Comme ça, on va lui préciser exactement les lignes sur lesquelles on veut appliquer le chanfrein. C'est vertex group. Donc je vous propose de créer des groupes de points, au moins un groupe de points, sur lequel va être appliqué le chanfrein. Pour ça, vous allez aller dans le menu vert, le petit menu en forme de triangle vert ici, qui est fait la gestion des groupes de points. Alors le tooltip, il dit que c'est les Object Data Properties, les propriétés des données de l'objet. On va créer un groupe de points ici, que je vais appeler Bevel Group. Très bien. Et on va affecter, en mode édition, les points sur lesquels et les lignes sur lesquelles on veut du chanfrein. Donc déjà, il n'y aura aucun point de la partie du haut, aucun point intérieur, il n'y aura que les lignes extérieures sur la partie parallélépipédique et puis les pieds. Donc on peut passer, il y a plusieurs façons de faire pour sélectionner tout ce lot de points là. Vous pouvez passer en mode de wireframe et faire des boîtes de sélection sur toutes les zones que vous voulez mettre dans les groupes de points. Donc ici, je vais avoir toute la partie pied. Alors on regarde si on n'a pas trop sélectionné de choses. Au pire, après, de toute façon, on pourra enlever des points. On va avoir besoin de chanfreiner ces lignes-là. Donc là, on peut faire une sélection comme ça. C'est pas très compliqué, c'est juste un petit peu fastidieux. Donc là, pour tourner efficacement, hein, je fais un clic milieu sur la souris. Je fais Shift sélection avec le clic gauche, reclic milieu, etc., etc. Et puis je vais avoir besoin de chanfreiner les points qui sont sur le pourtour. Donc là, petite sélection. Alors pareil, c'est pas très compliqué, c'est juste un peu fastidieux. Là, je le fais un à un pour éviter d'avoir trop de points qui se rajoutent inutilement à la sélection. Je pense que j'ai tout bien sélectionné les chanfreins extérieurs, c'est-à-dire les zones qui sont un petit peu abîmées. Je vais maintenant ajouter ces points au groupe. Donc le groupe ici, Bevel Group, je peux faire assigner. J'ai juste affecté des points à groupe. Maintenant, il faut que je dise au modificateur que c'est ce groupe-là qu'il faut utiliser. On retourne dans le modificateur. Et dans la zone limite méthode, là, vous pouvez avoir la sélection du groupe, Bevel Group. Et on voit que maintenant, il n'applique les chanfreins que sur les points qu'on avait sélectionnés. C'est tout à fait appréciable. On va remettre le smooth sur tout ça. En mode objet, clic droit, Shade Smooth. Et puis, on va rajouter le Edge Split qu'on avait supprimé pour simplifier les choses. Il faut le rajouter donc après le bevel, afin qu'il soit appliqué sur les données qui sont déjà chanfreinées. Les modificateurs sont appliqués dans l'ordre de leur liste ici, et vous pouvez changer l'ordre. Et c'est important, des fois, de changer l'ordre, parce que il faut que certaines actions soient appliquées sur certaines parties du maillage ou un maillage qui a déjà été transformé par un autre modificateur.
Donc là, il faut que le edge split soit appliqué sur le maillage transformé déjà par le bevel. Vous pouvez inverser les deux pour regarder ce que ça donne. Si vous inversez les deux, le bevel ne fonctionne plus. On a modifié le maillage avec le edge split. Donc le groupe de points d'origine a complètement disparu des données internes de l'objet. Donc il faut absolument appliquer le bevel sur les données d'origine, puis la correction du smooth. Roulement de tambour, je vous annonce qu'on a terminé cette pièce. Et ben félicitations à tous si vous êtes arrivés là et si vous m'avez supporté. Dans la vidéo suivante, nous parlerons de la réalisation du câble qui vient se brancher sur cette pièce-là. Nous reprenons des techniques de réalisation de symétrie circulaire, comme la partie cylindrique du haut. Et puis dans la troisième vidéo, nous parlerons des matériaux et du rendu final. Alors vous pouvez déjà aller sur la dernière vidéo, la troisième partie de ce tutoriel, afin d'avoir les informations sur les matériaux et le rendu final. Vous n'aurez pas évidemment la partie câble, mais si pour l'instant vous voulez faire une pause sur la modélisation, rendez-vous directement dans la troisième vidéo. Merci encore de m'avoir écouté et puis surtout, amusez-vous bien.